Bonjour à tous. Alors, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve j'irai un peu en séance plénière, hein. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va parler d'une thématique qui nous intéresse tous, qui est la cybersécurité, et qui va tous vous intéresser, en tant qu'utilisateur dans votre vie, je dirais, professionnelle, dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle, puisque vous êtes tous actuellement dans des sociétés, soit des banques, sociétés financières, cabinets d'audit ou même immobiliers. Et la cybersécurité est prépondant et c'est aujourd'hui un des investissements, en tout cas, c'est une des plus fortes inquiétudes qu'a le monde, je dirais, le monde de la banque et de la finance, qui ne cesse de recevoir de manière quotidienne des dizaines et des centaines d'attaques. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu lancer un programme en cybersécurité, mais pour cela, il fallait encore trouver un directeur de programme, ce qui n'est pas toujours évident, et qui puisse faire un programme assez innovant, donc différent d'un petit peu ce qu'on peut retrouver en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, et un programme on trouve pragmatique et qui puisse répondre aux différentes besoins des entreprises. Voilà. Et donc pour ça, je suis très heureux de vous présenter Yves Verret, qui est ici à côté de moi et va pouvoir vous expliquer naturellement mieux que moi le programme de cybersécurité, et qui par l'occasion aussi, je lui laisserai la parole pour présenter Gilles Fontaine, voilà, qui est ici au premier rang, mais vous aurez l'occasion de l'écouter, qui est écrit dans le cyberespace, on ne vous entend pas crier. D'ailleurs, sachez qu'on a quelques bouquins, son bouquin est en bibliothèque chez Financia. On a complété aussi avec d'autres bouquins que nous a conseillé Yves Verret sur la cybersécurité. Donc, je vous invite naturellement à le lire. Voilà, puis j'en ai amené un, j'aurai peut-être droit à une petite dédicace à la fin, j'espère. Voilà. Donc, merci à tous et je passe la parole à Yves. Merci Alfonso. Bonsoir et merci d'être venu finalement en nombre à cette invitation ce soir. Ma brève intervention a pour objectif de bien replacer cette soirée dans son contexte. Et le contexte, comme vient de le dire très rapidement Alfonso, c'est que Financia Business School lance un Master 2 de spécialisation en cybersécurité à la rentrée prochaine. Donc on est en train d'organiser tout ça et vous avez dans la salle d'ailleurs un certain nombre des intervenants qui vont enseigner dans ce master et que vous pourrez peut-être rencontrer tout à l'heure à l'occasion. Cette initiative, elle répond à une demande profonde des entreprises qui ont de plus en plus besoin de personnes qui ont été préparées à travailler dans le cyberespace, ou tout au moins dans un monde très marqué par la présence permanente du cyberespace. Et en même temps, elle répond aussi à la demande de beaucoup d'étudiants qui ont compris qu'une spécialité de cette nature avait une grande valeur dans leur curriculum vitae à notre époque. En effet, tout le monde, nous tous, nous nous retrouvons totalement immergés dans la société digitale qui impose un profond changement de culture, c'est-à-dire un profond changement de nos comportements, de nos rapports humains, de notre accès au savoir, de notre manière de nous divertir, de notre façon de nous informer et de penser. Et bien sûr, évidemment aussi, de notre façon d'agir, tant dans la vie professionnelle que dans la vie quotidienne. Dans ce monde qui change aussi profondément, de nouvelles opportunités émergent et de nouveaux risques font irruption. L'objectif du MBA est bien de préparer les étudiants
qui ont déjà suivi une formation qui les a préparés à exercer un métier et qui ont un niveau, disons, de bac plus 5, à la limite bac plus 4, mais qui ont toutes les bases pour exercer un métier. On veut les préparer à exercer ce métier à l'ère du numérique. C'est-à-dire dans un monde où il y a d'énormes ruptures par rapport au monde précédent. Alors, j'espère que les candidatures seront nombreuses parce que c'est un sujet qui doit concerner absolument tout le monde. Après la conférence et après le débat qui suivra, vous avez des fiches et puis des personnes de Financia Business School qui sont là pour vous expliquer comment on peut s'inscrire et comment on peut participer à cette nouvelle formation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et maintenant, je me tourne vers notre invité, Gilles. Viens. C'est bien de cette transformation de la société humaine, c'est bien pour nous expliquer les mystères du cyberespace que Gilles est là ce soir. Certains d'entre vous le connaissent sans doute, d'abord comme rédacteur en chef de la revue Challenge, qui est assez connue pour qu'il ne soit pas utile de la présenter. Sans doute, vous ne connaissez pas tous son autre talent d'écrivain. Et le livre qu'il a publié l'année dernière, dont vous avez ici la couverture, dans le cyberespace, on ne vous entend pas crier, dont je vous recommande chaleureusement la lecture. Il y a quelques exemplaires. Et puis Alfonso vous a dit qu'il était aussi à la bibliothèque de l'école désormais. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Gilles, tout le monde est impatient de t'entendre et je te cède la parole. Voilà, merci beaucoup Yves. Je suis, on n'en aura plus besoin finalement de celui-là, pour le moment en tout cas. Merci Yves de cette introduction. Je suis extrêmement honoré en fait d'être ici. Je ne m'attendais pas, pour tout vous dire, en écrivant ce livre, ce n'était pas du tout l'idée à la base de faire des conférences parce que ce n'est pas mon métier premier. Moi, mon métier, c'est plutôt d'interroger les gens, de m'interroger de moi-même, de questionner, de raconter des histoires. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Je suis peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'un journaliste de Challenge a à nous raconter sur la cyber? Je vous rassure, pas grand-chose. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un journaliste qui a fait son travail pendant plus de 18 mois, pratiquement. J'ai un parcours de journaliste économique, c'est pour ça que je suis aujourd'hui à Challenge. J'ai travaillé aussi à Capital et à l'Expansion, donc des magazines économiques. Je pense que certains de ces titres doivent vous être forcément familiers. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets high-tech depuis maintenant très longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et les premiers sujets que j'ai dû traiter, c'était effectivement à la fin des années 90. Le risque cyber, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Mais c'était quelque chose quand même de latent. Mais les smartphones n'existaient pas, Internet était encore un peu balbutiant. Et pourtant, on commençait déjà à évoquer le sujet dans les entreprises, un petit peu dans les foyers, mais pas trop. Et c'était compliqué pour un journaliste de raconter ces histoires, d'abord parce que ça restait assez obscur, assez abstrait, abscon. Et puis, on avait du mal à trouver des interlocuteurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui acceptent de nous parler de ces sujets-là, qui sont quand même des questions assez sensibles, parce que ce soit les pirates informatiques, les hackers, ou bien les gens qui essayent de les traquer, ils n'ont pas forcément envie, les uns comme les autres, de donner leurs secrets. Donc le premier sujet que j'ai écrit, c'était dans l'Expansion, il y a effectivement une vingtaine d'années. Je suis retombé dessus par hasard. On parlait à l'époque d'un certain Nicolas Sadirac, qui est un garçon que vous connaissez peut-être, qui a monté l'école 42 avec Xavier Niel, qui est lui-même un ancien hacker. On me racontait, à l'époque, je l'avais rencontré, lui-même me disait comment il s'était fait
avoir par la DST, ce qu'on appelait la DST à l'époque, futur DGSI. Il s'était fait un petit peu bêtement avoir et il s'était fait retourner par les services. Il avait, comme on dit, il avait finalement, il était revenu dans le droit chemin et il avait monté sa petite société de services informatiques qui aidait les entreprises à l'époque déjà à essayer de se protéger contre le risque cyber. Et puis, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, jusqu'à il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, avec WannaCry, eh ben, les choses ont commencé à changer. Et on a commencé à comprendre ce qui était en train de se passer. Et le fameux jour, parce que tout le monde en a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jour-là, ça s'est passé un vendredi soir, l'alerte a commencé à être donnée et on a commencé à comprendre à grande échelle le risque qu'on court. Et voilà, si vous ouvrez votre ordinateur, je ne sais pas si certains ont été victimes, on peut peut-être d'ailleurs regarder, faire un rapide test, est-ce que certains d'entre vous ont été victimes de ce fameux virus ou connaissent quelqu'un qui a eu à en souffrir dans la salle ? Ah, il y en a quelques-uns qui lèvent timidement le doigt, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a brutalement a fait comprendre à beaucoup de monde qu'on était extrêmement vulnérable. Et enfin, la chose que j'ai envie de vous dire pour commencer cet exposé, c'est qu'on vit dans un monde absolument terrifiant. C'est-à-dire on s'est emparé de tous ces outils de communication dans nos vies privées, au travail, et on est rarement bien formé au maniement de ces outils, que ce soit le smartphone ou le PC, peut-être encore plus le smartphone d'ailleurs. On est mal formé à la navigation sur Internet, à l'utilisation de nouvelles applications. On est très mal protégé et on ne s'en rend pas compte. Voilà. Alors, je vais vous parler de ma mère, si vous voulez, pendant 2 secondes. Ma mère, qui est une dame d'un âge respectable, mais qui est extrêmement branchée. Et elle a un ordinateur, elle a un beau smartphone, et en l'espace de 2 jours, elle m'a raconté qu'elle avait eu cette espèce d'alerte sur son ordinateur qui lui demandait d'appeler un numéro d'urgence parce que l'alerte ne s'arrêtait pas. Il y avait ce son strident qui lui disait d'appeler un numéro qu'elle a appelé, évidemment. Et elle a parlé avec un monsieur très gentil qui lui a fait faire 2-3 manipulations et l'alerte s'est arrêtée. Fin du problème. Évidemment, j'étais furieux. Je lui dis, maman, mais tu m'as dit que tu avais lu mon bouquin. Tu l'as acheté 50 fois pour tes amis et tu appelles un gars parce qu'on te dit qu'il faut que tu appelles ce numéro pour débrancher cette alarme. Elle m'a dit oui, mais ben voilà, le problème est réglé, ça y est, j'ai enfin récupéré mon ordinateur. Je lui dis oui, sauf que maintenant, tous les soirs, tu attaques le Pentagone, ou alors, ça c'est au mieux, ou au pire, eh ben, on t'a installé un sniffer sur ton ordinateur, et le gars, il récupère tes mots-clés, tes mots de passe pour ton compte en banque, etc. Voilà. Première chose, donc je pensais qu'elle se serait un petit peu calmée. Eh bien, pas du tout. Elle a reçu effectivement un message Chronopost. Le fameux message Chronopost qui vous dit « Appelez ce numéro d'urgence pour confirmer la livraison de votre colis ». Et là, on vous dit vous appelez le numéro d'urgence, évidemment, et on vous demande votre numéro de carte bleue pour payer les 5 € de port en plus parce que ça vient de l'étranger. Elle en a eu pour 1 500 € à peu près de prélèvement sur son compte en banque de façon indue dans les 48 heures. Et c'est sa banque qui l'a prévenue. Elle s'en est même pas rendue compte tout de suite. Donc on vit effectivement dans un monde effrayant. Des gens qui ont lu mon bouquin sont encore capables de commettre ce genre d'erreur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. Ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, un matin, j'ai failli faire ce genre de bêtises. Vous n'êtes pas bien réveillé. Puis vous appuyez sur un bouton ou vous cliquez sur un lien où il ne faudrait pas cliquer et vous mettez en danger parfois simplement votre téléphone ou votre ordinateur et puis parfois c'est tout le réseau de l'entreprise qui tombe en rade. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec WannaCry. Et WannaCry, on n'aurait peut-être pas parlé parce que jusqu'à présent, on ne parlait pas trop de ces choses-là. Les attaques informatiques, c'est pas récent. Il y a des tas d'entreprises, des tas d'administrations, des tas de pays qui en sont victimes depuis des décennies, qui sont encore victimes tous les jours de ce genre
de choses. Et la plupart du temps, on n'en parle pas, quoi. On cache ça sous le tapis parce que d'abord, on n'est pas très fiers. C'est des vulnérabilités. On a peur que d'autres hackers profitent de ces vulnérabilités pour commettre d'autres attaques dans la foulée. Vis-à-vis des concurrents, ça la fout mal. Donc, on n'en parle pas, quoi. L'histoire est différente là parce qu'il se trouve qu'un jeune stagiaire chez Saint-Gobain est arrivé un matin, a ouvert son ordinateur et s'est rendu compte que tout son rapport de stage avait disparu parce que son ordinateur était planté, qu'il y avait la fameuse tête de mort qu'on connaît tous maintenant sur fond rouge, en disant voilà, si vous voulez récupérer vos contenus, vous payez 300 bitcoins, 500 bitcoins si vous ne payez pas tout de suite. Et évidemment, il a mis ça sur les réseaux sociaux et tout le monde l'a su. Et depuis ce temps-là, les choses ont effectivement changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'après WannaCry, certaines de ces mêmes entreprises ont été victimes d'un autre ransomware, comme on dit. Vous savez, on vous bloque votre ordinateur ou votre téléphone, ou même maintenant parfois votre box Internet, enfin votre box télé, ou parfois même votre téléviseur connecté. Et puis si vous voulez récupérer vos données, vous payez, quoi. Et puis parfois vous payez, puis vous ne récupérez pas vos données parce que votre ordinateur il est mort. Donc on voit bien l'énorme risque qu'on court tous aujourd'hui. J'avais envie de faire aussi un petit, pour poursuivre, juste une petite précision, parce que je vous disais que au fil de l'eau, j'avais rencontré des grands professionnels de la cyber, dont certains sont là aujourd'hui. Je suis extrêmement, d'ailleurs, ému, puis je fais attention à ce que je dis, parce que je suis évidemment surveillé, et puis on rectifiera éventuellement le tir derrière, mais qu'est-ce qu'un hacker? Et un hacker, c'est pas forcément un méchant pirate qui va essayer de vous prendre vos données. Un hacker, j'en ai rencontré un certain nombre, des Français, des Américains, des Russes. Un hacker, à la base, il veut plutôt le bien. C'est-à-dire que c'est un passionné d'informatique qui va passer beaucoup de temps sur son ordinateur, tester des choses. Il y en a peut-être d'ailleurs parmi vous dans la salle, mais ils ne se dénonceront pas, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, c'est probablement ça, un nerd qui passe du temps sur son clavier, qui teste les réseaux et qui teste encore, qui veut essayer de prouver qu'il y a des vulnérabilités, des failles dans des systèmes de sécurité, sur des sites internet, sur des systèmes de paiement, et qu'il le démontre. Donc il n'est pas intéressé financièrement, forcément, à la base. Et ça, on en a en France depuis une bonne vingtaine d'années. Des gens comme ça qui ont été à la base plus ou moins surveillés, parfois un peu embêtés par les services de police, et puis qui ont finalement, alors peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, peut-être que Bernard Barbier, qui est là au premier rang, ne sera pas forcément d'accord avec mon analyse, mais c'est des gens qui ont fait quand même avancer les choses. Si on prend quelqu'un comme Renaud Lifshitz, qui était un spécialiste, lui, aujourd'hui, qui se présente comme un spécialiste de la vulnérabilité des objets connectés, il a démontré beaucoup de défauts, en fait, notamment dans les systèmes de... Vous savez, les fameux... aujourd'hui, on paye avec sa carte bancaire sans contact. Il a démontré qu'au début, le système de sécurité sur ces fameuses cartes bancaires n'était pas forcément au point. Il se baladait avec un sac à dos dans le métro, avec le matériel qu'il fallait, et il arrivait à ramasser des dizaines de numéros de carte bleue et à se faire un petit pactole comme ça. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il soit un peu près des gens pour pouvoir actionner son système et récupérer les données.
ce qu'il raconte sur l'histoire des objets connectés. Lui travaille aujourd'hui dans une entreprise de sécurité très renommée. Ce qu'il raconte sur les objets connectés est absolument fou. C'est-à-dire qu'on utilise tous aujourd'hui... alors évidemment, un smartphone, c'est un objet connecté, mais les nouveaux produits Google, Amazon, etc., que vous mettez dans votre maison, qui vous écoutent à longueur de journée, ils sont plus ou moins bien sécurisés. C'est une nouvelle porte d'entrée dans votre maison. Puis ils vous écoutent, parfois ils vous regardent. Sur les téléviseurs connectés Samsung, on vous dit bien, ne dites jamais rien d'important devant votre téléviseur. Dans la notice, vous n'avez jamais remarqué ça? Regardez votre notice de téléviseur connecté. Pourquoi? Parce que votre télécommande de téléviseur connecté, elle vous enregistre. Comme votre téléphone d'ailleurs. C'est la plupart des grands constructeurs aujourd'hui ou géants du web américain font ça. Ils enregistrent de la donnée. Vous êtes consentant, hein, puisque vous n'avez pas dit le contraire. Donc vous êtes forcément consentant. Le téléviseur connecté vous enregistre de la même manière et ses fabricants constituent avec ce que vous leur racontez, volontairement ou pas, constitue une énorme base de données qui va nous servir, plutôt bien intentionnée hein, d'ailleurs, qui va nous servir plus tard à pouvoir profiter de nouvelles interfaces où on n'aura plus besoin de taper sur un clavier ou avec un pouce sur un smartphone. On le voit déjà, ça commence à venir. Mais c'est cette entrer dans votre foyer via ces nouveaux appareils, ils peuvent être aussi piratés par des gens moins bien intentionnés que nos fameux hackers blancs qui essaient juste de montrer ces vulnérabilités. Les objets connectés, je le disais, c'est devenu une vraie plaie. Enfin, on a du mal aujourd'hui à mesurer l'ampleur de ce que des catastrophes qui peuvent aujourd'hui être provoquées avec ces nouveaux systèmes de communication. Ça va de la voiture connectée, effectivement, de plus en plus on va voir apparaître ce genre de véhicules, jusqu'au bateau. Des hackers ont réussi, toujours nos fameux hackers blancs, qui veulent démontrer que une solution technologique ne fonctionne pas, ont réussi à détourner des bateaux, comme ça, des yachts. En Asie, en mer du Japon, plusieurs destroyers américains se sont bizarrement échoués en baie de Tokyo, ou parfois se sont même percutés. On soupçonne fortement l'armée chinoise d'avoir procédé à des tests, en tout cas avoir réussi à brouiller les systèmes de navigation, les systèmes GPS de ces navires, et d'avoir provoqué ces catastrophes. Pardon. Difficile de toute façon d'attribuer des attaques comme celle-là, c'est pratiquement même impossible. En tout cas, ceux qui vous disent avec certitude d'où peut provenir une attaque, probablement vous mentiront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les attaques sont de plus en plus sophistiquées, qu'on parvient généralement à effacer les traces, à se faire passer pour d'autres. On a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, on avait parlé un petit peu au moment des Jeux Olympiques de Corée du Sud, les Jeux Olympiques d'hiver, où on s'est rendu compte, au moment de l'inauguration, au moment de la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques, certains avaient réussi à rentrer dans le système de communication du comité d'organisation. Ça mettait en péril, ça aurait pu mettre en péril toute la retransmission de cette fameuse cérémonie d'ouverture. Finalement, il n'en a rien été. On a réussi à endiguer l'attaque. Et les sociétés de cybersécurité qui se sont emparées de ce problème derrière, il y en avait 7 ou 8 qui ont sorti des rapports dans les semaines qui ont suivi. Et toutes ont trouvé, ou plutôt chacune a trouvé, une authentification, une source différente. Les uns désignaient évidemment les Coréens du Nord, ça est tout naturel, d'autres les Russes, d'autres les Israéliens, d'autres les Iraniens. Je ne pense pas qu'on ait, nous, Français, été désignés. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est l'identification ou l'authentification
est extrêmement complexe. Et ça pose un vrai enjeu au moment où on voit bien que les États entre eux se livrent aussi une guerre aujourd'hui sans merci dans le cyberespace. C'est-à-dire que le cyberespace est devenu un nouveau champ de bataille après la Terre, la mer, l'espace. Aujourd'hui, dans le cyberespace, on voit de la même manière des guerres sans merci qui ont pour objet l'espionnage, mais parfois aussi la destruction. Chaque nation aujourd'hui, la France y compris, c'est devenu aujourd'hui une priorité. Tout le monde n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Américains, Russes, Chinois, Français. Les Américains, eux, ont embarqué avec eux un certain nombre de leurs alliés, qui sont leurs alliés historiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, voire même avant, les fameux Five Eyes. C'est les États-Unis puis les pays du Commonwealth. Les Chinois, eux, ont des moyens absolument délirants. Ils ont une unité spécialisée basée à Shanghai qui fait partie de l'armée de libération populaire, de l'armée chinoise. Plus de 2000 soldats spécialisés sont effectivement focalisés sur l'attaque. C'est pas juste de la collecte d'informations. Les Nord-Coréens, on en parlait tout à l'heure, les Nord-Coréens, eux aussi, ont réussi, mais eux, leur spécialité, c'est plus le vol, l'effraction bancaire, etc. Eux, ils ont clairement une spécialité plus un peu mafieuse. Les Israéliens sont effectivement très très puissants aussi dans ce domaine-là. Ils ont une unité spéciale qui est assez connue, qui s'appelle l'unité 8200, et qui est formée de soldats qui sont parmi les plus aguerris parmi les armées aujourd'hui. Les Israéliens travaillent de façon très proche, on le sait, avec les Américains dans ces domaines-là. Voilà, donc on a une espèce de champ de bataille aujourd'hui planétaire qui s'est progressivement mis en place. Chacun, aujourd'hui, participe à des opérations, des simulations de façon assez de manière quotidienne. Voilà. J'en profite pour vous dire que je ne vais pas vous parler trop longtemps, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures, et je voudrais que ce soit aussi interactif. Si jamais vous avez des questions à me poser, en tout cas n'hésitez pas. Je préfère qu'on puisse aussi communiquer de façon un peu interactive. Je voudrais revenir un petit peu sur la manière dont les choses sont passées. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin, finalement. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, je me suis rendu compte que le risque était absolument énorme et que je trouvais qu'à la fois, on avait peu de moyens de se défendre et que jusqu'à présent, ça restait quand même une thématique un peu de geek, de nerd. C'est-à-dire que un journaliste comme moi, qui ne suis pas un journaliste spécialisé, on avait tendance à le prendre un petit peu de haut, pas forcément lui répondre, ou alors plutôt essayer de l'emmener vers dans des domaines un petit peu obscurs. Aujourd'hui, les choses, je trouve, ont commencé à changer. Il y a une vraie prise de conscience, à la fois de la part des grands groupes qui eux-mêmes essayent de sensibiliser leurs salariés, de la part des administrations qui essayent de communiquer aussi vis-à-vis de leurs citoyens. Mounir Majoubi, il n'y a pas très longtemps, quand il était ministre encore, a lancé une initiative pour essayer notamment de mieux défendre, protéger les PME contre ces risques-là. Mais c'est vrai qu'en France, on reste quand même sérieusement désarmés. C'est-à-dire qu'on a du mal, encore aujourd'hui, nous, Français, à mettre en place les outils à la fois pour financer un
un écosystème d'entreprises, de PME spécialisées dans cet univers-là. On est pratiquement inexistant par rapport aux Israéliens qui eux-mêmes ont créé dans le sud d'Israël une espèce de cyber-vallée où ils ont développé déjà des dizaines de startups spécialisées dans cet univers-là. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les anciens du Mossad, les services de secret israéliens, ou les anciens de cette unité militaire 8200 dont je vous parlais, quand ils prennent leur retraite, ils ne vont pas s'installer au bord de la mer, quoi. L'ancien patron du Mossad, il a créé sa start-up. Un ancien dirigeant de l'unité 8200 a créé un fonds d'investissement dans lequel il a réussi à injecter plusieurs centaines de millions de dollars, et il investit lui-même dans ses startups en Israël. On en compte, je crois, plusieurs dans ce fameux lieu dont je vous parlais, dans cette fameuse cyber-vallée. On en compte aujourd'hui plusieurs dizaines de pépites dans cet univers cyber, et plusieurs de milliers de personnes extrêmement bien formées. Enfin, c'est des niveaux ingénieurs, développeurs, codeurs très très bien formés. Des États-Unis, on n'en parle pas. Enfin, les plus grandes boîtes de cybersécurité aujourd'hui viennent des États-Unis. La Russie, on en parle un petit peu avec Kaspersky, qui est l'une des plus grosses sociétés de cybersécurité. Vous avez peut-être vous utilisez peut-être certains de leurs produits sur vos ordinateurs. Ils ont été un peu critiqués, même très critiqués, parce qu'ils se sont retrouvés pris dans un scandale récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui résume bien en fait aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le fameux profil du hacker, le bon hacker, le mauvais hacker. Eugène Kaspersky est à la base un ancien du KGB, les anciens services secrets russes, formés en cryptologie dans l'université du KGB, qui a ensuite, après la chute du mur et la fin du bloc soviétique, qui a créé sa société avec son ancienne épouse et qui a connu un succès fulgurant. Ces solutions sont utilisées partout dans le monde, y compris par les services de police, y compris jusqu'à un certain temps, une époque un peu récente, par l'armée, par certains services de l'armée française. Et puis, on les soupçonne aujourd'hui d'une proximité avec le Kremlin, avec Vladimir Poutine. Et effectivement, on se dit que ça paraît difficile qu'une telle réussite puisse se produire à Moscou, parce que l'entreprise est encore basée à Moscou. Ils envisagent de déménager, du coup. Mais en tout cas, ça reste une des entreprises absolument centrales pour beaucoup de services de police en Europe, en Asie. C'est également une entreprise qui est très, très proche d'Interpol, par exemple, les services de police, l'association qui regroupe tous les services de police internationaux. Ils les ont aidés régulièrement à dénouer des affaires un petit peu complexes. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Kaspersky. Et puis sorti de ça, il n'y a pas grand-chose comme solution en France. On n'a pas énormément encore on n'a pas du tout. Même, je ne sais pas si vous avez quelques noms de grandes sociétés aujourd'hui à me citer, mais du niveau de ces entreprises-là, en France, on n'en a pas. Il y a, dans le domaine de la protection contre les virus et autres, on a quelques sociétés originaires d'Europe de l'Est, mais c'est à peu près tout. Donc, l'idée de ce livre, c'était effectivement d'expliquer, de sensibiliser, et puis quelque part aussi de participer peut-être à un mouvement de structuration, d'essayer de comprendre comment ces acteurs, parce que les acteurs en France sont très nombreux, on le voit aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et on parle beaucoup du talent français pour concevoir ces fameuses intelligences artificielles. On peut se demander pourquoi est-ce qu'en France,
on n'a pas réussi à concevoir des grandes sociétés aujourd'hui spécialisées dans ces domaines. On parle d'intelligence artificielle. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que les profils qu'on recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, très recherchés en France, sont pas loin d'être ceux qu'on utilise dans ces boîtes de cybersécurité. Donc les choses se mettent en place progressivement. Quelques entreprises start-up se créent en France depuis quelques années. On a quelques représentants ici dans cette salle. Des fonds se mettent en place. Voilà, mais c'est clairement pas suffisant et probablement qu'on va devoir... voilà, il faudra probablement un mouvement important à la fois de l'État, des entreprises, trouver les sources de financement pour que cet écosystème de la cyber se mette en place. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà des questions à me poser ou des remarques à me faire. Je ne sais pas s'il va marcher par contre. Il fonctionne. J'avais une petite question. J'ai eu l'occasion, la chance de lire votre bouquin, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote? Parce que je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez beaucoup de talent pour faire parler des gens qui sont l'habitude de ne pas beaucoup parler. Hein. Je pense entre ceux qui sont passés par la DGSE et autres, et sur des choses sensibles. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de recueils, effectivement, d'histoires de cyberattaques. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en commenter une ici pour nos étudiants? Alors, il y a une histoire que je trouvais assez amusante, qui est, je ne sais pas, vous avez tous entendu parler du dark web. Et dans le dark web, il y a vous voyez ce que c'est que le dark web, ou il faut que je vous explique? Vous voyez tous à peu près. Vous y êtes tous allés? Vous avez tous été faire un tour sur le dark web? Bon, faites attention, hein, parce que si vous allez sur le dark web sans trop de protection, vous risquez d'avoir quand même 2-3 petits problèmes. Un policier qui vient sonner à votre porte pour vous demander ce que vous êtes allé faire, parce qu'effectivement, on trouve des choses pas très sympathiques. Vous savez, c'est les fameux supermarchés du crime où on va sur un site. C'est très bien fait d'ailleurs, hein, ces sites où vous pouvez acheter des kalachnikovs, de la drogue, des armes de guerre. Enfin, on peut acheter plein de choses. Se les faire livrer éventuellement, mais si possible pas à la maison, parce que là, on peut avoir aussi des problèmes. Ces sites sont très bien faits. C'est comme Amazon. Les vendeurs sont notés. Vous avez un service après-vente, vraiment très très bon service. Et l'un des premiers sites, enfin une des premières plateformes à avoir été créée dans un peu de renommée dans le dark web, ça s'appelait Silk Road, la route de la soie. Et le fondateur de cette plateforme était un Américain. On a fini par le retrouver. Et il a fait des dizaines de millions de dollars, je ne me souviens plus de mémoire, 90 millions de dollars de profit. Il mettait les gens en relation, hein, entre ceux qui vendaient et puis ceux qui étaient intéressés. Et ce garçon, on l'a retrouvé assez bêtement, parce qu'on imagine, on se fait toujours des histoires, en fait. On imagine un gang mafieux avec des moyens délirants, dans une salle avec des serveurs qui montent jusqu'au plafond, sur une petite île déserte, privatisée évidemment, avec des croiseurs autour qui... Enfin bon, le gars, on l'a attrapé dans une librairie municipale à San Francisco. C'était une histoire assez étonnante parce que, en fait, il faisait pas ça depuis chez lui, il se connectait pas depuis chez lui, évidemment. Personne ne se connecte en général au dark web depuis la maison. Donc il allait dans cette petite librairie municipale à San Francisco. Je ne sais pas si vous connaissez San Francisco, dans l'ouest de San Francisco en plus. Donc c'est les quartiers qui sont un peu perdus, pas beaucoup de monde, plutôt tranquille. Il s'est installé dans cette librairie qui avait un accès Internet à très haut débit. Dans le département science-fiction, il était bien, tranquille, il n'y avait pas trop de monde, à côté de la fenêtre.
Et les agents du FBI avaient décidé de le coincer, mais pas juste l'attraper, parce que ça n'avait pas beaucoup de sens, simplement d'attraper le gars et de le mettre en prison. Il fallait qu'il l'attrape avec son ordinateur ouvert, allumé, et puis l'ensemble de ses contacts à disposition pour pouvoir remonter la filière et finalement l'attraper. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 2 agents à la librairie, un homme, une femme, qui sont installés pas loin. Et puis, à un moment donné, l'homme et la femme ont commencé à se chamailler. Lui a perdu un petit peu le focus, comme on dit, s'est intéressé à la scène, parce que ça commençait à faire du barouf, et puis il s'envoyait des bouquins à la tête, et tout ça, ça commençait à faire un peu désordre. Et les policiers savaient qu'ils avaient 30 secondes pour agir. Ils ont eu les 30 secondes pour agir. Ils ont attrapé le fondateur de Silk Road et son ordinateur avec. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, que les policiers ont communiqué sur l'arrestation, mais ils n'ont pas communiqué sur leur méthode. Et surtout, ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient trouvé dans l'ordinateur du fameux garçon. Et ça leur a permis, quelques années plus tard, ou même peut-être, je ne suis pas sûr que la plateforme, la deuxième plateforme ait duré aussi longtemps, mais il y a eu un Silk Road 2 qui s'est installé. Et les malfrats ont été interpellés à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que et ça, c'est assez intéressant justement dans la philosophie des méchants hackers. Comment est-ce qu'on attrape un hacker? En général, c'est parce qu'il a commis une erreur. Les meilleurs hackers, on ne les retrouve jamais. C'est bien ça le drame. Certains groupes de pirates ont réussi à subtiliser des dizaines, des centaines de millions de dollars et courent toujours dans la nature. Il y a certains groupes qu'on n'a jamais réussi formellement à identifier. On connaît leur signature, mais on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas où ils sont basés, on ne sait pas s'ils sont encore actifs ou pas. Certains sont actifs pendant des années, puis tout d'un coup disparaissent et puis réapparaissent quelques années plus tard. Voilà, c'est assez... c'est une petite histoire que je voulais vous faire partager, qui est assez connue. Hein. C'est une des histoires un petit peu légendaires justement de ce fameux dark web. Il y avait un autre aspect que je voulais, moi, adresser, qui nous concerne tous. Hein. On le subit un petit peu tous les jours. C'est... quand on parle de cyberattaques, de cybermenaces, etc., on ne mesure pas aussi les dégâts que peuvent provoquer, enfin on commence à le comprendre un petit peu quand même, j'espère, la propagation de fake news. Et ça, la fake news, ça a toujours existé, simplement avec... les outils dont on dispose aujourd'hui, les réseaux sociaux, les smartphones qu'on consulte à longueur de journée, c'est devenu une redoutable arme de guerre. Donc si vous avez encore 5 minutes, je vous raconte un petit peu quelques histoires sur les fake news. C'était juste avant la dernière campagne présidentielle. On parlait avec un homme d'affaires français, on était 2 journalistes de Challenge à l'interviewer, qui travaille aux États-Unis maintenant. Très bien introduit, travaille à Washington, gros investisseur américain, enfin qui travaille, il a maintenant la double nationalité, ancien patron français, et on parlait de son business, tout allait bien pour lui, etc. On était au mois de janvier ou février 2017. Et ce monsieur nous dit, à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, un de mes camarades qui travaillait dans la campagne d'Hillary Clinton et qui a subi, donc, lui, de plein fouet, ces campagnes, vous vous souvenez, du shitstorm, comme disent les Américains, qui s'étaient abattus sur Hillary Clinton pendant sa campagne. On soupçonnait fortement les Russes d'être à l'origine de toutes ces attaques qui étaient véhiculées sur les réseaux sociaux. Et ce monsieur nous dit, ce gars me parle et il me dit,
tu devrais dire à ton copain Macron, parce que ce monsieur était apparemment très bien introduit dans les cercles macronistes, il disait, tu devrais dire à ton copain de Macron de faire très attention, parce que les Russes sont après lui. Et puis on a vu quelques mois plus tard ce que ça a donné. Entre les deux tours, on a frôlé la catastrophe, c'est-à-dire que des informations sont sorties, des mails ont été subtilisés auprès de l'entourage d'Emmanuel Macron, notamment des mails de Cédric O, qu'on commence à connaître maintenant un peu mieux parce que c'est notre nouveau secrétaire d'État au numérique. Cédric O avait oublié de protéger une partie de sa messagerie et notamment de son Google Drive. Donc ces messages ont été volés, ont été un peu répandus dans la nature, mélangés avec des fausses informations, ça faisait plus ou moins vrai, et tout ça à la veille du second tour. Impossible en plus pour l'équipe de campagne de Macron à l'époque de réagir, puisqu'ils n'ont plus le droit de communiquer. Donc ils étaient cloués au mur, et ils ont quand même eu finalement la possibilité de démontrer que c'était que des fausses nouvelles, et en tout cas pas fondées. Macron s'était pas mal préparé quand même à l'époque, son équipe avait été formée, donc ils ont pu réagir à cet assaut à cet assaut digital. Hein. Enfin, c'est là aussi une vraie guerre numérique. C'est pas, alors il y a eu une attaque digitale à la base puisque des données ont été subtilisées, mais à l'arrivée il s'agit de répandre des fausses nouvelles. Voilà. Et ça, on peut en raconter des histoires à grande échelle. Et on sait que les Russes sont devenus des spécialistes là-dedans. Alors, il ne faut pas être naïf. Hein. Je pense que les Américains sont très doués aussi dans cet art-là. Je pense qu'en France, on sait faire certaines choses aussi. Mais les Russes ont un avantage, c'est que les rois de la fake news, au départ, même si, encore une fois, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais le digital a pu... en tout cas accélérer les choses et les perfectionner. Les Russes ont pu profiter aussi d'un savoir-faire est-allemand. C'est-à-dire que les rois de la fake news après la Seconde Guerre mondiale, c'était une unité au sein des services secrets est-allemands qui avaient notamment répandu des fake news comme, je ne sais pas si pour vous ça vous dira quelque chose, mais qui avait raconté que le virus du sida venait d'un laboratoire de recherche américain sur la côte Est, etc. C'est des nouvelles qui avaient été propagées comme ça dans la presse et à la base sur ce qui était déjà les prémices d'Internet. Enfin, ça allait relativement vite, mais on arrivait encore à l'époque à les bloquer. Ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a quelques années, dans une petite ville de la Louisiane, une petite ville portuaire, un shérif se réveille un matin, il a à peine terminé sa deuxième tasse de café, des alertes partout, qui lui disent des gens qui paniquaient, qui l'appellent en lui parlant d'une usine chimique qui brûle, qui est en train de brûler à l'entrée de la ville. Et lui, il regarde, interroge ses collègues, appelle l'usine, on lui dit mais il y a zéro problème. Et puis certains concitoyens vont le voir et lui montrent le site web de CNN avec la page de l'usine qui est en train de brûler. Et lui, il se tourne vers l'usine et l'usine ne brûle pas. Et ils ont réussi finalement à calmer le jeu assez vite. Mais par contre, ce qu'ils ont réussi à comprendre, c'est que des hackers avaient piraté les systèmes d'alerte de la ville, parce que comme cette petite ville accueille plusieurs usines de l'industrie chimique, ils avaient tout un système d'alerte justement au cas d'accident vrai, un acte terroriste, un accident, un avion qui s'écrase pas loin, etc. Ils avaient mis en place tout un système qui leur permettait effectivement d'alerter les populations, enfin comme on fait partout, hein, c'est dans ce genre de cas. Et en tout cas, on a évidemment rapidement pointé du doigt, là encore, des Russes. On a retrouvé la trace de plusieurs ressortissants russes qui étaient rentrés aux États-Unis avec un bon vieux visa touriste, et qui avaient fait un peu le tour d'une douzaine d'États américains, localisant des cibles, testant des choses. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir
alors peut-être démontrer qu'on peut nuire, mais aussi tester les réactions d'une ville ou d'une région ou d'un pays, essayer de comprendre un peu comment vont être les réactions, et puis vous voyez bien d'influencer. Enfin, si on est capable aujourd'hui de faire croire à une population imaginée à Paris, le vent de panique, c'est tout d'un coup, on vous dit il y a des rats enragés qui circulent dans les rues de Paris, ou des chiens enragés, voilà, alors que l'information est complètement fausse, mais vous avez l'impression, en regardant BFM, que c'est vrai. Parce qu'ils avaient hacké évidemment aussi une partie des pages enfin en tout cas la homepage de CNN, pendant une fraction de seconde, pendant qu'il leur avait suffi ça leur avait suffi pour justement pouvoir exposer ces fausses informations. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, apparemment, la même équipe a justement laissé croire à la propagation du virus d'Ebola dans la ville d'Atlanta. Ça a semé la pagaille pendant 24 heures et puis les choses se sont recalmées. Voilà quelques petites histoires de fake news. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ça va. One, two. Bonjour monsieur. Bonjour. Petite question, vous évoquiez le fait que vous trouvez, que vous trouvez nos générations très peu formées sur les sujets de la cybersécurité. Alors nous qui sommes... Je ne pense pas que ce soit générationnel. Hein. J'ai parlé de ma mère, hein, qui n'a pas le même âge. Non, je ne voulais pas parler mal de votre maman. Selon vous, qu'est-ce qui explique une si mauvaise formation au sujet de cybersécurité? Qu'est-ce qui explique une telle vulnérabilité de la part du peuple? Et avez-vous des conseils que tout le monde pourrait appliquer au quotidien pour se protéger efficacement? Je peux répondre assez vite, on peut développer si vous voulez, mais moi je pense que ce qui explique ce problème des vulnérabilités et du manque de formation, du manque de protection, il y a une règle dans le business que vous connaissez peut-être, c'est le time to market. Et c'est-à-dire que si vous voulez être meilleur que votre concurrent, il faut le battre dans le temps, il faut que votre produit sorte le plus vite possible. Voilà, c'est vrai pour un smartphone, c'est vrai pour un objet connecté, c'est vrai pour un nouveau logiciel, c'est vrai pour plein de choses. Et la sécurité, ça arrive toujours en dernier. C'est-à-dire qu'on pense design, on pense plein de trucs, on pense code, évidemment. La sécurité, ça prend du temps, il n'y a pas de normes, c'est pas obligatoire. Donc franchement, voilà, votre nouveau lapin connecté, votre nouvelle peluche connectée, votre nouveau téléviseur connecté, c'est pas très grave s'il n'est pas sécurisé. Le conseil que je donne, moi, c'est qu'il faut être paranoïaque, quoi. Je vais parler de ma mère, je pourrais vous parler de ma femme. Elle est parano, mais ça a duré des années, elle en avait marre. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est elle, parfois, qui m'alerte sur des choses. Parce que des mails comme ça, on en reçoit tous. Je sais pas, vous recevez jamais des messages horribles on est extrêmement vulnérable. Voilà. Je peux vous donner un exemple personnel aussi. J'étais dans un salon professionnel cyber. Je me suis connecté au réseau Wi-Fi public. C'était l'horreur. Voilà. Mais c'est rien de méchant, parce que je pense qu'il y avait un groupe de hackers qui devait faire une démonstration à côté. Mais un réseau Wi-Fi, pourquoi est-ce qu'on se connecter à un réseau Wi-Fi public pour faire, éventuellement pour regarder Google Maps ou se pencher sur son mail quand on est à l'étranger, etc. C'est vrai que c'est super pratique. Mais en termes de sécurité, c'est une catastrophe. Donc il faut savoir, il faut connaître les risques qu'on prend. Vous avez un antivirus sur votre ordinateur? Vous avez un antivirus sur votre smartphone? Ah bah là, vous êtes excellent. Très bien, bravo. Mais je ne sais pas combien d'entre vous ont installé un antivirus sur leur téléphone. Bah, vous êtes tout seul. Voilà. Ah non, il y en a deux. Oui? Bonjour.
Je voulais poser une question. Au niveau de la cybersécurité, au niveau des lois européennes, que ce soit les lois françaises, est-ce que vous trouvez qu'on est assez couvert? Et pour finir, en dernier, au niveau de la conformité, par exemple, en finance, avec ces nouveaux risques, comment vous voyez notre nouvelle manière de travailler, finalement, pouvoir protéger des données sensibles? C'est une très bonne question, mais je ne suis pas un expert, moi, des législations. C'est vrai que là, il y a, sur la protection des données sensibles, il y a des choses qui passent. Après, on peut mettre toutes les lois qu'on veut. Il faudrait, par exemple, je parlais des objets connectés, il faudrait qu'il y ait effectivement des normes qui sortent. Et il faudrait qu'on les sorte assez vite. Simplement, les Coréens sont prêts à sortir des normes sur les produits voilà, type téléviseur, tous ces produits téléphones, tous les objets qu'on peut imaginer. Mais est-ce que les Européens ont envie de suivre ces normes-là? Est-ce que les Européens ont envie de suivre des normes édictées par les Américains? Non. Vous voyez bien qu'on est en pleine guerre économique avec ces gens-là. C'est des situations qui sont très complexes. Après, moi, je pense qu'il y a honnêtement un vrai gros problème de formation, notamment dans les entreprises, par exemple. Vous allez bientôt vous confronter à ça. Vous allez rentrer dans les entreprises. De plus en plus, on rentre dans l'entreprise avec ses propres appareils. Vous allez travailler dans l'entreprise et vous aurez le droit de vous connecter au réseau Wi-Fi de l'entreprise, peut-être avec votre téléphone personnel. Ou avec votre ordinateur personnel. Vous aurez le droit éventuellement de mettre une clé USB que vous sortez de l'extérieur pour la... Voilà. Il y a une chose, c'est le bonheur des hackers, les imprimantes connectées. Le réseau de l'entreprise lui-même est très protégé, l'ordinateur est super protégé, il a tous les antivirus mis à jour. Mais on a oublié l'imprimante connectée dans un coin dont les gens se servent tous les jours, plusieurs fois par jour. D'autres questions? Et je voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à vous m'arrêtez, Yves, hein, quand vous en avez assez. Quand on parle du milieu de l'entreprise et des problèmes qu'on peut y rencontrer. Dans toute la chaîne digitale, enfin, informatique, numérique, il y a un maillon faible, c'est l'être humain. Et en fait, c'est de ça aussi dont profitent beaucoup les hackers. C'est-à-dire que c'est la bêtise ou l'imprudence que va commettre à un moment ou à un autre. C'est valable pour les hackers, celui qui commet une erreur pour qu'il se fasse prendre. C'est vrai évidemment pour vous et pour moi. Il suffit d'une erreur, il suffit qu'on clique sur un lien alors qu'on n'aurait jamais dû cliquer pour avoir une photo. C'est très bien fait, hein, ces mails. Enfin, moi, je reçois des mails où j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais qui me dit « Tiens, suivant notre discussion, j'étais en Israël il n'y a pas longtemps, je reçois un mail d'une personne qui aurait pu être un interlocuteur que j'avais rencontré là-bas, qui me dit en anglais « Suivant notre discussion, vous trouverez le document ci-joint. » Je clique et il se passe. Je n'ai pas cliqué hein, là-dessus. J'étais bien réveillé, donc j'ai pas. Mais ça va très vite, voilà. Et les entreprises ne sensibilisent absolument pas leurs salariés, leurs employés à ça. Il y a une arnaque que vous connaissez, que vous devez commencer à connaître, c'est l'arnaque au président. Vous savez, c'est quelqu'un qui appelle une personne le vendredi soir à 5h, si possible au service comptabilité, en se faisant passer pour le président ou pour quelqu'un d'assez important dans l'entreprise, en lui disant voilà, il faut me verser d'urgence, je suis en Arabie Saoudite, ou je suis aux États-Unis, ou je suis à l'autre bout du monde, il n'y a que vous pour m'aider, il faut d'urgence que vous me versiez 10 millions de dollars sur ce compte pour qu'on récolte le contrat. Et généralement, ça marche. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'entreprises, j'en connais moi plusieurs, qui se sont fait avoir bêtement par ce coup de fil un vendredi soir, qui était plutôt bien limité, où on avait l'impression d'avoir affaire à un cadre supérieur de l'entreprise. Pour réussir à faire un coup comme ça, c'est énormément de travail, hein, c'est pas du spam.
C'est pas un robot qui appelle toutes les boîtes un vendredi soir. C'est quelqu'un qui a enquêté pendant des semaines, voire des mois, sur les réseaux sociaux pour savoir qui est cette personne, avec qui elle travaille, avec qui elle fait de son jogging le samedi, qui a compris tous les mécanismes dans l'entreprise, simplement en profitant des imprudences, parfois un peu de la bêtise des gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis, on parle d'antivirus, on parle de logiciels de sécurité, etc. Mais qu'est-ce que vous racontez sur vous et sur vos proches sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sûr que parmi vos centaines, vos milliers d'amis, il n'y a pas juste des gens qui sont là pour vous surveiller, enregistrer ce que vous racontez, savoir à quelle heure vous quittez le boulot? Parce que moi, parmi mes copains sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, je sais tout de leur vie. Enfin, je sais à quelle heure ils se lèvent, je sais ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, je sais avec qui ils travaillent. C'est ce genre de choses aussi contre lesquelles il faut se prémunir. Être conscient de ce qu'on livre de nous-mêmes au public. Gérard Pélix, je vais enseigner dans ce MBA. Est-ce que l'homme est vraiment, et la femme, sont vraiment les maillons faibles de la cybersécurité? Moi, je pense que c'est plutôt les outils dont ils disposent qui sont les maillons faibles et surtout la manière dont ils les utilisent. L'être humain ne demande qu'à être formé, mieux formé, sensibilisé, connaître les menaces. Et donc, le maillon faible sont les outils autour de lui et ce MBA contribuera à faire de l'être humain un maillon fort. Écoutez, il faut vous entendre. Absolument. J'avais moi une petite phrase que m'avaient confiée des ingénieurs d'Airbus. Je crois qu'il y a certains anciens d'Airbus dans la salle. Airbus, voilà, c'est vous en plus. Et ben, voilà ce que me confiaient vos collègues. Ils me disaient si nos avions, on enlevait les pilotes des cockpits de nos avions, on aurait beaucoup moins d'accidents. Alors après, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais malheureusement, les choses se sont un petit peu confirmées récemment. Mais c'est vrai que vous avez raison, un être humain sans ces outils est beaucoup moins dangereux, mais un être humain sans armes de guerre est beaucoup moins dangereux qu'un être humain sans armes de guerre. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure ici. Et merci pour votre éclairage et tout ce que vous avez pu apporter. Et c'est un peu, en fait, ce soir aussi, donc le lancement du programme qui aura, je pense, un grand succès et sera peut-être cité. On aura peut-être des pépites et des stars qui sortiront cités dans vos livres. Merci à tous.